Dans le rapport aujourd'hui que je vais essayer de vous présenter, on en avait déjà fait plusieurs sur ce thème, puisqu'on avait travaillé en 2001, moi avec Claude Biraud, sur les perspectives technologiques des énergies renouvelables, déjà, c'était notre premier rapport, puis un rapport de 2009 sur la modulation de la réglementation thermique, qui posait le problème, la première fois, du plafond des émissions de CO2. Et ça a été un vrai sujet entre la réglementation thermique 2005 et 2009. Un rapport de 2013 sur la transition énergétique où on disait qu'il n'y aura pas de transition énergétique. On disait que la transition énergétique, l'objectif politique était peut-être trop rapide et qu'il n'y aurait pas de transition énergétique s'il n'y avait pas un développement de l'innovation, notamment sur le stockage de l'énergie, sur un certain nombre de sujets. C'était une partie un peu oubliée de la transition et de la loi sur la transition énergétique. Et enfin, le dernier rapport sur les freins réglementaires à l'innovation en matière d'économie d'énergie dans le bâtiment, et qu'on sous-titrait avec mon collègue Marcel Deneux, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, ancien sénateur, qui a été doyen du Sénat, mais qui avait une grande vitalité, Marcel, et qu'on sous-titrait le besoin d'une thérapie de choc. Donc je vais essayer de vous montrer pourquoi il y a besoin d'une thérapie de choc. Comme toujours dans nos rapports, on va voir ce qui se passe ailleurs. On est allé beaucoup en Allemagne, on est allé dans le Bade-Württemberg, on est allé en Bavière, on est allé à Berlin, on a visité leur centre de recherche, dont un centre de recherche à Karlsruhe d'EDF, qui est commun avec EDF, qui est en Allemagne. On est allé dans des universités technologiques allemandes, on a vu leurs organismes de recherche, mais on est allé aussi en Suède, en Autriche, dans le Vorarlberg, en Finlande, pour rencontrer des architectes, des industriels, des universitaires. Alors, et bien sûr beaucoup en France. De la même manière, je viens d'aller voir comment était organisé sur ces sujets le système américain, et j'ai visité l'UCLA là récemment et l'Université d'Arizona, notamment le département d'Engineering and Design, qui montre bien Engineering and Design, ce qu'il faudrait sans doute faire en France, c'est-à-dire plus lier l'architecture à l'ingénierie. Il y a des architectes et des ingénieurs dans la salle, mais c'est vraiment un des points que j'ai pointé. On a un système universitaire, école, université trop coupé. Et je dis souvent, mais ça c'est pas dans ce rapport, qu'on est le seul pays où on peut se permettre d'avoir 15 ministres de l'enseignement supérieur, puisque chaque ministre a sa partie, y compris le ministre de la Culture, le ministre de la Santé, le ministre de l'Agriculture, le ministre des Armées. Tout le monde a ses écoles et tout le monde a ses universités. Donc on n'est pas suffisamment, à mon avis, on n'est pas suffisamment associé, et l'architecture fait partie de ces problèmes, à mon avis, qu'il faudrait rénover. On a également vu comment on mesure dans un certain nombre de pays, alors ça va être un point de discussion, la performance réelle, c'est-à-dire comment, on est un pays d'ingénieurs, il y en a plein dans la salle, et moi aussi je peux me mettre dans cette catégorie, même si c'était en biologie moléculaire et en biochimie, mais on est un pays d'ingénieurs, c'est-à-dire qu'on aime bien les calculs a priori, mais on n'aime pas faire les contrôles a posteriori. Et entre le calcul et la réalité, il y a souvent des différences. Donc c'est un des points sur lesquels on insiste. Il faudrait beaucoup plus mesurer les performances réelles, notamment dans les performances énergétiques des bâtiments. Enfin, pour terminer cette introduction un peu trop longue, mais je voulais vous présenter l'office, la rénovation, la construction des bâtiments, c'est quelque chose d'important. On n'atteint pas nos objectifs en France, et vous direz peut-être pourquoi, mais la rénovation est également importante, puisque c'est globalement 3 milliards de mètres carrés à rénover, 3 milliards de mètres carrés, 75% de ce qu'il y a en bâtiment en France. Si le coût moyen de rénovation est de 300 € du mètre carré, vous voyez le marché potentiel. Parce qu'en même temps, il y a 12 millions de personnes propriétaires, c'est-à-dire 1 milliard de mètres carrés sur les 3 milliards, qui n'ont aucun moyen financier pour faire la rénovation de leur bâtiment. Donc si on ne trouve pas des solutions d'ingénierie financière
pour traiter cette question-là, il n'y aura pas la rénovation d'une grande partie de ces propriétaires. Je ne parle pas du logement social, qui est également un autre problème. Donc, ça veut dire que c'est un gros marché, c'est 1 100 000 salariés, c'est 400 000 artisans, un peu moins, pour un chiffre d'affaires de 140, 150, on ne sait pas, parce que ça dépend, vous connaissez mieux les chiffres que moi, mais un chiffre d'affaires important par an. Ce qui veut dire que on pourrait sans doute augmenter le chiffre d'affaires assez facilement avec une politique sans doute plus ciblée sur la rénovation, et ça ferait un certain nombre d'emplois en plus. Donc, comme Serge le disait, et comme vous le disiez en introduction, notre rapport, il est déjà passé au feu des premières lectures. Là, je vais quand même faire une remarque devant vous. Le vieux parlementaire, ou plutôt le parlementaire expérimenté, que je suis, qui est passé un grand temps au Parlement, vous dit que c'est jamais gagné quand vous faites une loi. On s'est battu sur un certain nombre de chapitres nouveaux dans la loi qui sont passés à l'Assemblée, qui sont passés au Sénat avec une majorité un peu différente, et quelle n'avait pas été ma stupeur de voir que dans la commission, j'accompagnais moi le président de la République en Suisse le jour de la commission, donc je ne pouvais pas être présent, et dans la commission, je vois que tout ce qui était contrôle parlementaire a été raboté. Et j'ai dû me rebattre en séance publique, et j'ai été voir la rapporteure qui était théoriquement une amie politique, et qu'il était, oui, et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors elle m'a dit, ah ben non, ça c'est le cabinet de la ministre. Je suis allé voir la ministre, et la ministre m'a dit, mais j'ai jamais demandé ça. Ça signifie donc qu'un certain nombre de personnes dans notre système, il y a peut-être ici dans la salle des gens qui ont été dans des cabinets ministériels, eh bien prennent l'initiative à un moment donné d'essayer de mettre leur sauce dans une loi, et leur sauce quelquefois elle est pimentée, donc mettre leur sauce dans une loi alors qu'ils n'ont aucune légitimité. Et ça, c'est aussi un système qu'il faudrait changer. Enfin, dans les mesures que je vais essayer de détailler rapidement, peut-être que comme ça, on pourrait les aborder par des questions, j'ai dit deux choses importantes. Une des choses, vous qui êtes dans le métier, qui m'apparaît majeure, un nouvel élan en faveur de la recherche dans le domaine du bâtiment, et notamment dans le domaine de la physique du bâtiment. C'est un sujet qui n'est pas considéré comme un sujet prioritaire. Il se trouve que je fais partie du Conseil stratégique de la recherche française, on est 30, il y a plusieurs prix Nobel dans cet organisme, il est paritaire maintenant, mais en voyant les priorités, ça n'apparaît pas comme une priorité. Ce n'est pas forcément une priorité des industriels. Je sais qu'il y a dans la salle des représentants de grands groupes de construction. Je le dirai après. La pharmacie, c'est 8% de R&D par rapport au chiffre d'affaires. On est à moins de 0,20 dans le bâtiment. Moins de 0,20. C'est-à-dire on est très bas. Or, soit ça signifie que les technologies, on les connaît toutes, ce qui n'est pas le cas, ou soit ça signifie qu'effectivement, il y a un consensus global mou pour dire que ce n'est pas quelque chose de prioritaire. Pour moi, c'est quelque chose de prioritaire. Donc ça, c'est ce que j'ai indiqué, avec plusieurs mesures qui pourraient améliorer ça. Et deuxièmement, on a un chef de file qui est le CSTB en France, le Centre scientifique et technique du bâtiment. Il est, pour l'instant, il était électron libre. Donc un électron libre, il faut le remettre près du noyau. Donc il faut contrôler le CSTB comme on contrôle tous les organismes, car on est un pays dans lequel on a mis beaucoup d'agences en place et beaucoup d'autorités administratives indépendantes. Ça peut se concevoir. Moi j'ai été un de ceux qui a demandé la création de l'autorité de sûreté nucléaire, par exemple. Ça peut se concevoir. Une autorité administrative indépendante, c'est l'État transfère une partie de son pouvoir régalien à une autorité, parce qu'on pense qu'il le fera mieux que l'État sur des sujets importants, à une condition, c'est que ça ne devienne pas effectivement un électron libre, et l'autorité de sûreté nucléaire elle revient chaque année devant l'office parlementaire.
avec son rapport, et chaque année, et on va la réinterroger sur la cuve EPR, là le 25, on fait une audition publique sur ce thème-là. Donc, ça ne signifie pas, parce qu'on donne une partie du pouvoir, qu'on ne contrôle pas cette partie de pouvoir. Et donc, on a, dans le domaine du bâtiment, je pense qu'on n'avait pas joué notre rôle de contrôle. Et maintenant, la nouvelle loi va nous le demander, et je crois que c'est très bien. Ça signifie qu'à un moment donné, tout ce qu'on voit comme problème que vous voyez dans les relations avec le chef de file dans ce domaine-là, qui est le CSTP, puis on essaiera de les régler. Le troisième point important, je vous l'ai déjà dit, c'est la mesure de la performance réelle. Alors, les freins, on a essayé de les traiter. D'abord, les freins, c'est au niveau des procédures, pour nous, qui évalue la sécurité et la qualité des produits. Cela concerne tous les contrôles techniques et qui vont du CSTB jusqu'au repérage des sinistres qui surviennent a posteriori, et c'est le rôle de l'AQC. Donc, l'habilitation d'un produit, c'est un système cher et compliqué. Je résume, je ne vais pas dans la dentelle, mais on peut, à mon avis, améliorer cela. Il y a des freins à l'innovation qui tiennent à ce que les prescriptions de la réglementation thermique des bâtiments, la réglementation thermique 2012, sont intégrées dans un outil de simulation, vous l'avez dit en introduction, qui est le moteur de calcul. Le moteur de calcul, c'est une boîte noire, personne ne sait qu'il y a dedans, 2 personnes savent le faire fonctionner, ça signifie qu'il y a un certain nombre de technologies qui sont nécessaires pour améliorer la performance énergétique, des technologies qui ne sont pas reprises dans ce moteur de calcul. On n'arrive même pas à y... Enfin, moi, je n'arrive pas à comprendre, mais c'est sans doute parce que je n'ai pas les qualités intellectuelles suffisantes. C'est 1377 pages, je ne sais pas si vous avez réussi à comprendre ces 1377 pages. C'est un exercice compliqué qui ensuite est traduit en informatique, et ça c'est un peu, je le disais, une boîte noire. Donc cette intégration au moteur de calcul, l'évaluation technique de produits, ça crée des lourdeurs, ça crée des complexités. Le troisième frein qu'on a ciblé, c'est les aides publiques. Paradoxalement, une aide, ça ne devrait pas être un frein, ça devrait être au contraire, mais il y en a beaucoup de trop. Il y a 17 ou 18 aides d'État différents, il y a 242 aides régionales, c'est une jungle administrative, et l'aide, à notre sens, elle est trop ciblée sur le produit. L'aide à la rénovation thermique, elle devrait être ciblée sur un projet, et non pas sur des produits. On est donc arrivé, alors, c'est pas bien pour ceux dont on a parlé, des produits de ceux dont on a parlé, parce qu'on fait l'exemple, mais ça doit être valable pour tous les produits. On a fait sur 2 ou 3 produits une mesure du prix de vente du produit en Belgique, en Allemagne, en France. Et on a comparé les aides sur ce produit quand elles existaient en Allemagne, en Belgique, en France. On s'est aperçu que les prix de vente du même produit, fabriqué par le même constructeur, différaient énormément suivant les 3 pays, et que le différentiel de prix était à peu près l'aide qui était donnée par ce pays. Conclusion, efficacité zéro. Argent public dépensé pour une efficacité faible. Par contre, si jamais on était capable de mesurer globalement quelle était la nécessité d'une aide globale, ça serait, à mon avis, meilleur. Mais ça signierait qu'il faudrait passer par des audits thermiques et les généraliser. Et sur cette question d'audit thermique, il y a des batailles fortes, internes, entre les bureaux d'ingénierie, les architectes, les artisans, qui font que ça n'avance pas, à mon avis, suffisamment.